Newcastle Takeover, bim, ça y est, c'est fait, la bombe, c'est tombé. Mercredi soir, plusieurs journalistes d'outre-Manche assez réputés ont publié à peu près, ont pondu le même article pour raconter que ça y est, Newcastle avait changé de pavillon et que ça allait être officiel dès le jeudi. A lot of the Newcastle United supporters will not have had much sleep last night, excited that this takeover could finally be pushed through. I can tell you that major development is that it could be announced later on today. Ils ne se sont pas trompés, ils ont certainement mené une enquête au long cours ou alors reçu le même feu vert au même moment, fort possible. En tout cas, on va en parler parce que ça a suscité chez vous énormément de messages, d'émotions, de questions aussi par centaines, des interrogations, plein de gens qui ont oublié les mois passés et qui se posent des questions aujourd'hui. Alors c'est parfait pour y répondre. Je vous avais sollicité via Instagram pour me les envoyer et centraliser tout ça. Ça a été fait. Alors c'est parti les amis et merci aux nouveaux abonnés de la chaîne YouTube, bien sûr, à tous ceux qui activent les notifications pour être toujours plus en live lors des rendez-vous qui sont désormais plusieurs fois par semaine. Allez, c'est parti. Le club de Newcastle est donc officiellement vendu au PIF. Vous savez, le PIF, c'est le fonds d'investissement public saoudien qui permet désormais à l'international d'investir un peu partout, à petite échelle, à grande échelle et à partir de maintenant fortement dans le sportif. Alors voilà, c'est fait, Newcastle a changé de pavillon en effet et ça va être non pas seulement le PIF mais bien également d'autres sociétés qui prennent le pouvoir à Newcastle, notamment PCP Partners, la société de Amanda Staveley qui, Amanda, la britannique, a mené le projet de rachat quasiment de A à Z, elle qui avait donné un coup de pouce notamment lors du rachat du Paris Saint-Germain au Qatar, elle qui avait mené avec Khaldoum Al-Moubarak, le propriétaire de Manchester City, le rachat de City à la rentrée 2008. Donc voilà, c'est une vraie personnalité influente du monde du football qui est désormais directrice, présidente, déléguée de Newcastle. Et d'ailleurs, pour ceux qui trouvent que certains rachats sont un peu longs, eh bien celui-ci, on peut dire, a quasiment duré 4 ans. Quand on voit les premiers messages, les premiers tweets, les premières alertes des échos concernant des négociations, des questionnements autour de Newcastle et de l'Arabie Saoudite, oui, ça remonte déjà à il y a tant d'années. Comme quoi, parfois, en effet, ça peut prendre du temps, même quand tout est ficelé. Et puis, vous le savez, si vous suivez la chaîne, bien sûr, vous le savez, depuis juillet 2020, j'en parlais déjà du rachat de Newcastle sans être focalisé là-dessus, sans enquêter spécialement là-dessus, mais j'avais eu plusieurs échos et de bonnes informations sur la situation à l'époque, ce rachat qui avait capoté. En effet, comme je l'ai dit tout à l'heure en début de live, Newcastle, c'est de la politique, c'est plus du sport, c'est même presque plus du business. Donc d'un jour à l'autre, il y a énormément de tractations, énormément de choses qui se font. Aujourd'hui, ce lundi, c'est plutôt à nouveau bien parti pour l'Arabie Saoudite, mais tout peut se retourner. Donc voilà la réalité. J'essaie d'être transparent, après vous en pensez ce que vous voulez. Oui, apparemment j'étais à l'époque encore jeune et délicieux, depuis j'ai encore pris quelques cheveux blancs. C'est une enquête au long cours qui m'a apparemment éreinté, épuisé, vous comprenez ? Peu importe, aujourd'hui, Newcastle est passé donc sous pavillon saoudien, mais il ne faut pas trop le dire, pas trop fort, pour ne pas froisser trop de monde, notamment du côté de la Grande-Bretagne. Parce que, on le sait, en juillet 2020, il y avait eu un courroux immense, une fronde médiatique, notamment au niveau des défenseurs des droits de l'homme, aussi ceux qui luttent contre le piratage. Il y avait eu cette guerre Qatar-Arabie Saoudite, qui est vraiment de l'histoire ancienne, qui était ressortie aussi derrière les fagots. Aujourd'hui, tout est lissé, tout est polissé, tout est plus tranquille, business is business, et en effet, l'Arabie Saoudite prend le pas, et l'Arabie Saoudite arrive vraiment dans le sport. L'Arabie Saoudite a construit d'ailleurs un centre d'entraînement pour jeunes sportifs, type centre de formation, vraiment flambant neuf cet été. L'Arabie Saoudite se met au sport, c'est plutôt bien d'ailleurs, il faut les féliciter. Mais sachez quand même que du côté de Newcastle, en effet, il y aura
sûrement un vrai encadrement, peut-être des achats, sûrement des salaires, pour éviter tout débordement. L'Angleterre, la Première Ligue, estime qu'elle a d'ailleurs encadré ce rachat juridiquement pour éviter que l'État saoudien ne soit trop présent du côté de Newcastle. Alors quand on offre le club au fonds public d'investissement saoudien, ça paraît étonnant de ne pas faire le lien avec l'État saoudien. Mais enfin, on peut faire croire ce qu'on veut à qui on veut apparemment, puisque la Première Ligue a jugé que cette fois, tout était clean. Mais c'est vrai que cette fois, c'est déguisé via une holding sous des fonds publics. Donc si on regarde pas trop haut, en effet, il y a toujours la holding privée qui est en dessous et qui détient donc le Newcastle United. Donc le plan de rachat de Newcastle avait d'abord capoté en juillet 2020, à cause des piratages, à cause des droits de l'homme, à cause de la guéguerre intestine désormais finie entre le Qatar et l'Arabie Saoudite. Il y avait eu également le fait que, très important et plus important, que Boris Johnson avait refusé de vendre le port de Newcastle, qui est très stratégique parce que situé en face de Rotterdam et avec le Brexit, ça a une importance énorme. Ils avaient refusé de vendre les bijoux de famille à l'Arabie Saoudite. Donc ça avait fait capoter entièrement le deal. Et puis c'est revenu sur la table, discussion bien sûr en sous-marin, pour voir comment ils pouvaient rentrer dans le sportif sans froisser trop de monde, attention à l'image, et surtout du côté de l'Angleterre, sans toucher aux bijoux de famille. Ce serait étonnant qu'ils ne reviennent pas à la charge pour posséder le port notamment, qui les intéresse énormément, ou d'autres infrastructures, en tout cas faire du business, parce que s'il n'y avait que le club de Newcastle, que St James Park, que les supporters des Magpies, il ne faut pas se voiler la face, les amis, ils ne seraient jamais venus. Voilà, il y a d'autres clubs, d'autres intérêts que simplement le sportif et les gentils supporters de St James Park qui n'ont plus vraiment kiffé football depuis Alan Shearer et David Ginola. D'ailleurs, très beau maillot d'époque. Joli tricot qui tient bien chaud, mais c'est celui d'époque. Voilà, Shearer, Ginola, ce sont les belles années de Newcastle. Il y a eu quelques dribbles rocambolesques d'Atem Ben Arfa depuis, mais sinon on s'ennuie ferme. Donc le retour au premier plan Newcastle va faire du bien, mais comment cela va-t-il se passer? Il y a beaucoup d'interrogations derrière tout ça. Oui, l'Arabie Saoudite pourrait vouloir montrer les muscles, montrer sa puissance et frapper fort dans le monde du football post-Covid. Pour autant, la situation semble assez compliquée. On voit que tout le monde marche sur des œufs, beaucoup de clubs sont en difficulté. Laisser faire l'Arabie Saoudite avec des fonds à argent perdu, balancer ça dans le foot, ce serait peut-être très mauvais au niveau de l'image. Ce serait sûrement mal vu par beaucoup, sauf les supporters du Newcastle bien sûr. Et d'ailleurs, ça ne semble pas être le cas. Ce n'est pas moi qui le dis, encore une fois, ça évitera à certains de m'attaquer. Beaucoup de journalistes étrangers l'écrivent. En effet, Newcastle, ce ne sera pas des dépenses à perte. Ils vont essayer de faire ça stratégiquement, intelligemment, de relancer le scouting, la formation, un peu comme ce qui se fait depuis cet été à Marseille. Voilà, beaucoup de choses intelligentes. Donc quand je vois les montages, fabuleux montages, ou déjà les FIFA mises à jour avec Mbappé, Haaland, Messi et compagnie du côté de Newcastle, on rigole beaucoup et on fait bien parce qu'il le faut. Et Twitter, c'est pas toujours rigolo depuis quelques années. Eh bien, vous avez bien raison, mais la réalité, elle est loin de ça. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, Newcastle a 13 ans de retard sur Manchester City. On a 18 sur Chelsea, des dizaines d'années sur Manchester United et sur Liverpool. Donc, en gros, refaire leur retard est quasi mission impossible en 3 mercatos. Il n'y a que dans FIFA ou Football Manager, peut-être un petit peu parfois ce qui se passe au PSG, mais c'est impossible. Donc il y a une autre stratégie à mettre en place. Ils ont d'autres intérêts que le sportif, je vous le dis, et Newcastle va remonter un petit peu la pente petit à petit, mais hors de question de les voir très haut, très vite. Ça me paraît mission impossible et totalement irréaliste. Donc voilà, pour tempérer aussi les ardeurs de ceux qui pensent qu'on claque des doigts et dans le foot on passe premier. C'est aussi la magie du foot. On le voit avec le PSG, on le voit avec City, on l'a vu avec Chelsea. C'est pas parce qu'on met énormément d'argent d'un coup qu'on réussit. Il faut être malin, il faut s'entourer de gens qui connaissent le football et ça c'est la priorité. Donc ça on le verra plus tard.
Alors comme promis les amis, sur Twitter et Instagram, j'ai centralisé pas mal de questions, certaines sont revenues énormément et donc vous allez les voir écrites à l'écran et je vais vous répondre tout simplement un par un sur chaque point qui vous semble incompréhensible, imprécis, d'autres choses que vous avez totalement oubliées ou certains qui ont oublié de regarder le début de mon enquête et donc les vidéos de juin-juillet 2020 qui vous donnent pourtant beaucoup d'indications sur la situation actuelle en Première Ligue ou en France. Mais voilà, donc on va y répondre une par une. Il y en a eu des centaines, je ne les ai pas toutes prises, mais j'essaye, comme d'habitude, de faire des vidéos ouvertes à tous. Et comme d'hab, on est de plus en plus souvent en live sur Twitch et YouTube ensemble. Vous avez la parole. Cette fois, c'est par écrit. D'habitude, c'est en visio. Je remarque en tout cas qu'il y a eu beaucoup de bêtises de dites, d'incompréhensions, de choses erronées aussi. Certains débarquent, ils m'interpellent parfois. Ils n'ont même pas regardé mon enquête, mais ils me posent des questions parce que parfois ils ont l'impression que je suis le référent. Bon bah pourquoi pas. Ça arrive aussi à des journalistes de ne pas consulter mon enquête et de poser des questions. Finalement ces processus de rachat qui sont complètement en dehors du domaine du foot d'ailleurs. On voit que certains essaient de s'y intéresser pour un peu choper de la lumière. Méfiez-vous encore une fois des informations ou vous informer. Il y a beaucoup de sites poubelles, il y a beaucoup de gens qui essayent de se donner de la lumière, de troller aussi. Donc voilà, nous on n'est pas là-dedans. Beaucoup me demandent de répondre aux trolls. Beaucoup me demandent de répondre aux idiots, me demandent de répondre à certains pseudo-journalistes. Non, mais on n'est pas là-dedans ici. On est PIS. C'est pas la cour de récré. La cour de récré, j'ai dû la quitter au collège. Et encore, en sport études, je pense que j'y étais déjà plus. Donc toutes ces histoires, ça me passe là. J'ai du boulot, j'ai une vie, j'ai une famille. Voilà, on a plein de choses à faire. Il y a plein de lives. Si ceux qui veulent discuter, ils montent en live à chaque fois. Il n'y a aucun problème. Donc tout ça, ça me passe vraiment à côté. Donc je sais que certains, ça vous agace, mais vous donnez beaucoup d'importance à ce qui n'est pas la réalité. Ce Twitter est un zoom totalement déformant. D'ailleurs, la zizanie orchestrée de Twitter, on en parlera dans une prochaine vidéo avec Adel Mebarki, le spécialiste des réseaux sociaux. C'est très intéressant de voir ça. Vous tombez sur du faux et vous avez l'impression que c'est la vérité. Déconnectez, prenez de la hauteur, les amis. Voilà, donc tous ceux qui trollent, qui parlent d'arnaque, de mythos, etc., rigolez-en, ils crient dans le vent, et surtout contre le vent, le boomerang va revenir en pleine figure, vous le savez, et au moins tous ces gens-là que vous connaissez, ils ne pourront pas dire qu'on ne les avait pas prévenus, qu'on n'avait pas donné des informations, des aiguillages. Bien sûr qu'on peut se tromper, bien sûr que au cours d'une enquête 18 mois, j'en ai fait des petites erreurs, mais heureusement, ceux qui suivent mon enquête savent, si je m'étais trompé, je leur ai dit. Donc voilà, la situation a été telle que ça a pris des ampleurs délirantes parfois, mais aujourd'hui, on fait le point donc sur le rachat de Newcastle avec vos questions. Alors le premier message, il est d'Amar. Je t'aime, mais je suis perdu. Ce n'est pas une question, mais j'aime beaucoup Amar. Donc je lui dis que moi aussi, je t'aime et je ne suis pas perdu. C'est pour ça qu'on va répondre aux questions. Autre question très intéressante. Damien Cal. Damien Cal. Quelle patience tu as? On a bien tous compris que le PIF n'avait rien à voir avec l'OM. Oui, en effet, le fonds d'investissement saoudien qui rachète actuellement, donc qui a racheté Newcastle avec Amanda Staveley, n'a rien à voir dans le processus avec le processus qu'il y a à Marseille, la restructuration, etc. Même si, alors il faut bien faire la part des choses, le fonds d'investissement saoudien, c'est l'État, c'est Mohamed Ben Salman, le grand dirigeant saoudien. Donc tout est centralisé dans ce pays-là, donc il faut bien comprendre les choses. Le fonds finalement saoudien est derrière tout, puisque le fonds saoudien c'est un recoupement de sociétés qui amènent de l'argent en fonds publics. Donc la réalité c'est que tout est fonds public d'investissement, quoi qu'il arrive et quoi qu'il se passe avec l'Arabie Saoudite, c'est ça qui est autour, qui est au-dessus, qui vous englobe. Pour autant, vous pouvez, et ça va anticiper d'autres questions, avoir d'autres investissements dans le monde, d'autres achats via des fonds privés saoudiens qui sont d'autres entités. Mais à l'arrivée, bien sûr que tout est en réfère à Mohamed Ben Salman et c'est bien normal et c'est leur fonctionnement. Il faut comprendre le fonctionnement d'un pays qui n'est pas comme la France par exemple. Black Caméléon a une question intéressante. Quel entraîneur, quel projet, quelle ambition, quel joueur pour Newcastle? Alors pour l'instant c'est impossible de le dire, même s'il y aura sûrement des évolutions dès le mercato d'hiver, mais on peut le dire, ça va être étape par étape.
et surtout pas trop fort, trop vite. Là, on voit qu'il y a des noms comme Coutinho, qui est géré par Kiajo Rapchian, qui revient en rumeur et en négociation auprès de chaque club où sont les Saoudiens, parce qu'il y a de fortes relations entre eux. Mais pour autant, Coutinho, oui, il pourrait débarquer parce que Barré un petit peu est trop cher pour Barcelone, pourrait arriver à Newcastle comme ailleurs. Mais Coutinho, on voit son niveau actuel, c'est pas lui qui fera lui tout seul franchir un cap énorme à Newcastle. Mais oui, c'est un beau nom du foot mondial, ça c'est sûr, et qui a été surpayé par le Barça. Pour autant, est-ce qu'il y a un réel intérêt tout de suite et des négos? Là, je ne suis pas au courant, et je vous le dis, vous le savez, tous ceux qui me suivent, quand je n'ai pas l'info, et je le dis, moi, clairement. Donc, Coutinho, non, j'en sais rien. Quel joueur, quelle ambition, quel projet? Donc, c'est pas moi qui le dis, là, encore une fois, au niveau du projet, de l'ambition, mais ce sont des journalistes anglais, ils le traduisent très bien. C'est un projet, on va pas balancer l'argent par les fenêtres, on va réformer le club, on va peut-être toucher au stade, on va aussi essayer de faire du business autour de Newcastle, via le port, via d'autres choses. Mais donc, clairement, même si ils annoncent vouloir gagner 10 titres, quel nouveau dirigeant n'arrive pas dans un club en disant on veut gagner des titres? Voilà, à part, je ne sais pas, enfin même en amateur, on veut gagner la coupe locale, la coupe d'Allier, la coupe de ce que vous voulez, la coupe du Roi, la coupe du Prince, la coupe du tournoi de Sixte, bref, tout le monde veut gagner quelque chose. Donc quel entraîneur, quel projet? On pense que ça va valser, que ça va changer. Mais voilà, Black Caméléon, tout est assez flou. Et là, on n'a pas d'infos spécialement là-dessus à donner. Rami me dit le joueur qui a le plus marqué l'histoire de Newcastle, hormis Alan Shearer. Très bonne question sur Newcastle. C'est lui, le numéro 14 de cette époque, la fin des années 90. C'est David Ginola, El Magnifico, qui a laissé une image incroyable à St. James Park, qui a fait lever les foules comme jamais, qui a été tellement élégant, fort, dribbleur, buteur, que des highlights sont encore dispo sur YouTube si vous ne le connaissez pas. Ginola, c'est fantastique ce qu'il a marqué comme empreinte. Il a même été élu, il a joué à Tottenham aussi, il a été élu meilleur joueur de Première Ligue comme Cantona. C'est phénoménal. Je crois que seul Henry aussi l'a fait. Ils sont pas beaucoup à avoir marqué la Première Ligue de leur empreinte comme ça. Donc Ginola, bien sûr, forcément. Julien, une bonne question. Avec le club, ils auront aussi l'exploitation du port. Eh ben non, pour l'instant, non. Pour l'instant, Boris Johnson continue de refuser. C'est pour ça que le deal, c'est étonnant que les Saoudiens aient quand même foncé sur Newcastle, puisque c'est la priorité, c'est d'avoir des infrastructures et le port à côté. Pour autant, ça veut dire qu'ils ont ces ambitions de faire du business autour et qu'ils ont des garanties sur de futurs investissements, deals, d'autres que je ne connais pas forcément, et que forcément il va y avoir des deals extra-sportifs très bientôt, publics ou rendus publics ou pas rendus publics, mais pour l'instant dans le port de Newcastle ne leur appartient pas, ou en tout cas ce n'est pas apparu, et comme je n'enquête pas spécialement sur Newcastle, je ne suis pas forcément au courant de tout. Une autre question de D. Crétel, Damien, Dorian, je ne sais pas, Dorian Crétel, ça te va bien. Alors... La question, il faut que je puisse la lire. Est-ce que le Bougéal a joué un rôle afin de détourner les regards sur le rachat de Newcastle? Alors, si tu dois écorcher violemment le nom de Mourad Boudjelal, mais je pense que c'est de ça dont tu parles, et je ne vois pas du tout de quoi tu parles, parce que Mourad Boudjelal n'a joué aucun rôle pour détourner les regards sur le rachat de Newcastle. Il n'y avait pas... du côté de Marseille, notamment une communauté de supporters extrêmement présente aussi dans toutes les strates de l'État, et donc qui enquête sur son club, on n'aurait pas entendu parler à ce point des enquêtes autour de l'OM. Donc là, le rachat de Newcastle, il passait crème, parce que tout le monde s'en fout, il faut le dire. Newcastle, oui, ça a brillé il y a 30 ans, il y a 20 ans, voilà, mais par épisode. Et c'est un club mythique, mais qui est depuis longtemps éloigné du haut niveau. Donc, les négos, elles se sont passées tranquillement. Voilà, il n'y a pas eu de soucis. Connaissais-tu, Deburé nous dit, connaissais-tu l'existence ou la renaissance donc de la vente? Ben non, je l'ai appris, comme beaucoup de journalistes, je crois, 1 heure avant que ça sorte dans les papiers, sur les sites internet anglais, etc. Parce qu'il y a eu le feu vert. C'est bon, ça arrive, vous avez le droit d'en parler. Voilà, c'est du classique. Mais c'est le business, c'est comme ça. C'est pas choquant, je fais pas une analyse, je fais pas une critique. C'est la société qui est actuellement comme ça. Il y a des éléments très forts médiatiquement qui ont baissé de puissance de frappe en force médiatique, et les marques
les entreprises économiques, privées ou publiques, ont pris une telle ampleur que c'est elles qui gèrent les timings de communication. Et le journalisme est de plus en plus dur au milieu de ça. Voilà, il y a beaucoup de journalistes aujourd'hui qui font de la traduction de conférences de presse. Et donc, on a une relation heureusement humaine avec pas mal d'interlocuteurs, mais le boulot, parfois, s'arrête à ça. Et c'est un peu réducteur du métier. Il y a d'autres choses, d'autres gens, d'autres fouilles à faire que simplement des confs de presse. Voilà, mais c'est de plus en plus compliqué parce que tout se verrouille, chacun fait sa propre com à travers son propre média, les médias sont de plus en plus communautaires. Voilà, c'est des pistes de réflexion que je vous lance. L'Exodown a une bonne question. Après l'acquisition de Newcastle par le fonds d'investissement saoudien, penses-tu vraiment que Al-Walid pourrait venir faire de l'ombre alors, en fait, tout avec vous se ressent sur Al-Walid, mais j'ai toujours parlé notamment du fonds d'investissement, donc Kingdom Holding Company, et vous verrez ce qu'il en est, mais il n'y a pas d'ombre à se faire, en fait. Il y a Mohamed Ben Salman, qui est le patron, et qui gère des investissements dans le monde entier. Et vous croyez que quand il investit, il prend des parts dans Disney ou dans Apple ou dans Samsung, il se dit « Ah, je suis chez Apple et je suis chez Samsung, ah, on se tire la bourre, mince !» Non, c'est du business, les amis. Donc, vous avez plusieurs clubs de foot, c'est une possibilité. Comme Red Bull en a plusieurs, comme City a énormément de clubs dans le monde entier, le City Group, comme d'autres investisseurs ont plusieurs clubs. Mais ce qu'il ne faut pas, c'est que ce soit la même entité privée qui possède ces mêmes clubs pour pas être interdit de jouer la Coupe d'Europe en même temps. Mais c'est tout. Et encore, ce sont des choses qui se négocient. On le voit avec Salzbourg et Leipzig. Donc non, il y a pas d'ombre, il n'y a pas de problème là-dessus. Ils font du business. Ce sont des hommes qui gèrent les choses. Là, vous allez trop loin dans vos analyses. Autre personne qui me posait une question, alors c'était en DM Instagram. Je vais jouer la subtilité, me dit-il. Si tous les deals en cours vont au bout, peut-on penser que d'autres clubs français que le PSG pourraient lutter avec un Newcastle version Arabie Saoudite? C'est très gentil de penser à moi et à mes problèmes. C'est très gentil de jouer la subtilité. On ne te voit absolument pas venir. Mais en effet, oui, il y a d'autres clubs français qui vont jouer le très haut de tableau en Ligue 1, renforcer la Ligue 1, renforcer le championnat de France, être racheté, on le voit avec Saint-Etienne, et faire du bien à la France, du foot, voilà, tout simplement. Et vous le savez, ceux qui s'intéressent à mes travaux, à mon travail, qui discutent, qui viennent en live souvent, savent tout ça. Et il y a pas de, puis surtout, beaucoup trop d'acteurs sont désormais au courant. Il y a ces secrets de Polichinelle. Donc oui, il y a des clubs en France qui montent pour petit à petit, ça se fait pas en un mercato, pour tous les impatients, qui petit à petit vont faire leur trou à haut niveau, ou à meilleur niveau en tout cas, que ce qu'est aujourd'hui les cadors du championnat de France, que ce que sont, c'est mieux, c'est plus français. Julien A60 pose une question assez farfelue, oui farfelue, j'aime beaucoup ce mot. Julien me dit, Longoria va-t-il rester à l'OM ou retourner à Newcastle? Comment va-t-il retourner à Newcastle? Il n'y a pas été en fait. Son nom était cité dans les directeurs sportifs possibles du rachat de juillet 2020 de Newcastle par le fonds d'investissement saoudien. Il a finalement été tout de suite dans la foulée envoyé à Marseille. Ça n'a donc il n'y a pas de retour à Newcastle possible, et vu ce qu'il met en place, la restructuration totale, la restructuration sportive aussi totale de l'OM, non, il ne va pas tout d'un coup prendre le premier train, sauf surprise. Dans le foot, on peut s'attendre à tout, même Messi au PSG, le retour de Ronaldo à Manchester. Donc on ne sait jamais, mais aujourd'hui, Longoria me paraît bien lié au peuple marseillais, et surtout, il fait un travail qui est remarquable. Je pense que c'est peut-être le meilleur directeur sportif actuel dans le monde. Donc voilà, même s'il y a eu 2 défaites d'affilée et que forcément les impatients grognent, il y a eu un boulot incroyable fait en quelques mois. Allez, 3-4 questions encore, notamment celle de Lucho. Du coup, l'OM c'est mort. Bah non, je te invite à regarder la playlist sur ma chaîne YouTube. Il n'y a aucun rapport entre Newcastle et l'OM. Restez tranquille. Jules Tellier, est-ce que le PIF rachètera l'OM et l'Inter comme le dit la presse italienne? Alors oui, c'est un tweet dans la foulée, là, jeudi, de Tutto Mercato Web. Alors il faut savoir que Tutto Mercato Web, c'est Tutto Sport. Tutto Sport, c'est de l'argent saoudien notamment, voilà, au niveau de l'actionnariat. Donc c'est souvent eux qui donnent des informations sur des envies, des investissements, des tractations saoudiennes. Voilà, ils sont souvent bien informés. Alors là, c'est Tutto Mercato Web qui nous dit qu'en effet, dans son article, je parle un petit peu
peu italien, donc je peux vous le dire. Après avoir racheté Newcastle, le fonds d'investissement pourrait se lier à des clubs comme l'Inter ou Marseille. C'est pas moi qui le dis, hein, ne m'attaquez pas. Là-dessus, on peut très clairement dire qu'en effet, l'Inter, c'est Suning, les Chinois, mais que derrière ça, il y a SoftBank. Et si vous faites le lien économique, et c'est plus du tout du sportif encore une fois, SoftBank, c'est l'Arabie Saoudite. Donc oui, l'Arabie Saoudite a peut-être déjà plus qu'un pied, qu'un ongle du côté de l'Inter, qui est en grande difficulté financière, et on pourrait voir des combos d'officialisation dans les mois à venir. En effet, ce sont des situations, après il faudra que les intérêts de chacun se coordonnent pour que ce soit les bons moments pour tous, mais on peut voir arriver l'émergence des Saoudiens dans le foot mondial très vite, à plusieurs niveaux, oui, en effet. Et ça ne voudra absolument pas dire que Newcastle est le premier, le top club saoudien. Absolument pas, non. Surtout que, comme je le dis, pour moi, c'est mission impossible avant des années et des années pour Newcastle avant de revenir à très haut niveau. Surtout dans une première ligue guidée par ce top 4, Liverpool, Chelsea, City et United, qui paraît, même si ça va vite dans le foot, indéboulonnable parce qu'ils ont déjà du poids et des structures très fortes et talentueuses. Enfin, les deux questions pour finir. Soussou Sofiane nous dit l'Arabie Saoudite peut-il acheter 2 clubs en Europe? J'ai déjà un peu répondu, sans aucun problème, avec des fonds privés, des fonds d'investissement que vous mettez à la tête de vos investissements. Et il ne faut juste pas mettre les mêmes personnes, 2 fois le même président à la tête du même club, c'est tout. Mais il n'y a aucun problème. Et vous savez qu'en termes de fusion-acquisition, de reprise d'entreprise, donc d'économie pure et dure, ils sont très très forts. Voilà, moi je m'y intéresse et je connais les choses, mais bien sûr qu'ils ont une armée d'avocats, de gens spécialisés qui font ça très bien. Et s'ils veulent contourner, c'est comme pour contourner le fair play financier. Les clubs l'ont fait, les clubs se sont arrangés avec des partenaires, des sponsors. Voilà, on arrive toujours quand on veut dégager de l'argent, quand on est déjà puissant. Il faut mieux être puissant d'ailleurs pour ça, et vous trouvez des solutions. Et enfin, la petite question marrante du jour, Staen13 qui nous dit « Grand soleil pour Newcastle, que prévoit la météo à Marseille ?» J'ai vu d'horribles inondations dans le sud de la France dernièrement. D'ailleurs, comme le stade Orange Vélodrome qui avait une fuite, je crois, qui a été supervisée par des experts et puis ensuite réparée, fuite au niveau du magasin du club. Enfin, c'est pas récent, hein, ça date depuis des mois et des mois. Mais pour vous dire que je m'intéresse pas mal à la météo et que, en effet, c'est soleil magnifique à Marseille. Vous avez bien de la chance d'avoir cette qualité de vie, je vous le dis. Voilà, tout ça pour dire que c'était sympa de faire cette vidéo un peu spéciale, pas en live, mais pour mieux vous répondre et pour mieux mettre d'illustrations aussi sur cette vidéo. Faites attention, bien attention à la désinformation, à ceux qui crient fort, aux sites putaclic, à ceux qui sont mal intentionnés tout simplement, qui n'ont pas des bonnes ondes, qui n'ont jamais d'infos, mais qui s'intéressent quand même à des choses et qui ont envie d'en parler alors qu'ils ne sont pas au courant, qui veulent se donner de la lumière en criant très fort. C'est pas forcément ceux qui crient fort qui ont raison, c'est pas les trolls forcément sur qui il faut s'arrêter sur les réseaux sociaux. Essayez plutôt de générer des good vibes, les amis, des bonnes ondes, plutôt que vous agacer auprès d'idiots. Ils n'en méritent pas la peine, ils n'ont pas d'écho. Voilà, passez à côté. C'est pas la cour de récré. Ne leur donnez pas de valeur et avancez entre gens passionnés, intelligents que vous êtes et qui se réunissent souvent sur cette chaîne. Et ça me fait très plaisir. Encore une fois. D'ailleurs, tenez, petit conseil, vous me demandez parfois des bonnes informations, des bons informateurs. Allez jeter un coup d'œil au compte Twitter de Pinaldo, qui est un vrai bon mec, simple, qui n'est pas tiré par la lumière, qui veut juste en passionné et en personne bien informée, parce que bien placé, donner des infos fiables. Et ben lui, il le fait très fréquemment. Voilà, mais il y en a d'autres qui sont là, et il y en a aussi d'autres qui sont là pour semer la zizanie, et on en parlera très prochainement sur la chaîne de la désinformation massive, zizanie orchestrée. Ça c'est intéressant avec un spécialiste des réseaux sociaux. Voilà, peace les amis, on se retrouve en débrief live dimanche, France-Espagne, la finale de la Nations League. On a vibré pour la demi-finale ensemble, on était plusieurs milliers sur le live d'après-match, c'était archi cool. On sera à nouveau là dimanche, ça va être très chouette. Et puis si vous avez d'autres questions, absolument mettez-les-moi dans les commentaires de cette vidéo. Voilà, vous posez la question dans les commentaires de cette vidéo et n'hésitez pas, et comme ça je verrai s'il y a encore des points que je n'ai pas abordés, et on le fera à l'occasion dans ces prochains jours au terme d'un live où on pourra à nouveau discuter. Voilà, prenez soin de vous, attention à vous comme d'habitude, et on se retrouve entre passionnés bien sûr avec El Magnifico,
Et merci à tous pour le soutien, la force, les likes, les partages et ceux qui activent les notifications. À très très bientôt en live ou ailleurs sur les chaînes et sur les réseaux. Bye bye.